Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de ma radio qui captait une voix qui me parlait directement au milieu de la nuit. Je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans et je vis seule depuis 4 ans dans une petite maison de village héritée de mon oncle, un homme discret que je n'ai jamais vraiment connu de son vivant. Nos deux familles s'étant éloignées après un différend ancien dont personne ne parlait jamais vraiment, mais dont j'ai fini par apprécier avec le temps le goût pour les objets anciens et les vieux appareils qu'il collectionnait avec une passion presque obsessionnelle. Parmi tout ce qu'il m'a laissé, il y avait cette radio à lampe, un poste imposant en bois verni, avec un grand cadran gradué et des boutons ronds qui tournaient avec un cliquetis satisfaisant, un objet magnifique que j'ai toujours gardé dans mon salon, davantage comme une pièce de décoration que comme un véritable appareil fonctionnel. Je précise tout de suite que je ne suis pas quelqu'un de particulièrement crédule, ni de sensible aux histoires étranges, ayant toujours accueilli avec un certain amusement les récits de mes proches concernant des maisons hantées ou des phénomènes inexpliqués. Convaincu qu'il existait toujours quelque part une explication rationnelle attendant simplement d'être découverte par quiconque prenait la peine de chercher suffisamment loin. Je travaille comme ingénieur du son pour un studio d'enregistrement, un métier qui m'a rendue extrêmement attentive à tout ce qui touche aux fréquences, aux ondes, aux parasites et aux interférences. Je précise ce détail parce qu'il aura son importance dans ce qui va suivre, tant il est vrai qu'une oreille exercée aux subtilités du son perçoit parfois des anomalies que la plupart des gens laisseraient passer sans y prêter la moindre attention. Ma vie avant cette histoire ressemblait à celle de n'importe qui menant une existence tranquille à la campagne. Je travaillais principalement à distance, me rendant au studio 2 ou 3 jours par semaine, passant le reste de mon temps dans le calme de cette maison, entourée d'un petit jardin que j'entretenais avec plus ou moins de constance selon les saisons. Le soir, j'aimais lire près de la cheminée ou regarder un film, sans jamais ressentir la moindre inquiétude à vivre seule dans cette bâtisse un peu isolée, en bordure du village, à quelques centaines de mètres de la dernière maison habitée. J'avais toujours aimé les vieux objets, et cette radio en particulier avait une place à part dans mon salon, posée sur un guéridon près de la fenêtre, juste à côté d'une petite lampe à pétrole électrifiée que mon oncle avait également chinée quelque part, sans que je sache jamais précisément où ni comment. Je l'allumais parfois, simplement pour le plaisir d'entendre son ronronnement caractéristique, ce bourdonnement chaud propre aux lampes qui chauffent, avant de la régler sur une station FM ordinaire pour écouter les informations du matin ou une émission de musique classique en fin de journée. Un rituel simple et apaisant qui accompagnait mes matinées les plus tranquilles. Café fumant à la main avant de rejoindre mon bureau installé dans l'ancienne chambre d'amis, rien d'inhabituel là-dedans, jusqu'à cette nuit de février où tout a basculé. Je m'étais couché tard ce soir-là, après avoir terminé un mixage compliqué pour un client pressé, l'esprit encore plein de fréquences et de courbes d'égalisation. Je me souviens m'être endormi presque immédiatement, épuisé par cette longue journée de travail. Je me suis réveillé en sursaut quelques heures plus tard, sans raison apparente, avec cette sensation étrange qu'on éprouve parfois de s'être réveillé pour une cause précise, sans réussir à l'identifier immédiatement. C'est alors que je l'ai entendu, une voix, faible mais parfaitement audible, provenant du salon, juste en dessous de ma chambre. Une voix qui parlait doucement, sur un ton égal, presque monocorde, comme quelqu'un qui réciterait un texte ou tiendrait une conversation téléphonique tardive. J'ai d'abord pensé à la radio, que j'avais peut-être oublié d'éteindre, mais je me souvenais clairement de l'avoir arrêtée avant de monter me coucher, comme je le faisais systématiquement chaque soir, par habitude professionnelle autant que par précaution. Je suis descendu, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude, avançant à pas de loup dans l'obscurité de l'escalier, une main posée contre le mur froid pour me guider dans le noir, pour découvrir que la radio de mon oncle, effectivement, diffusait cette voix. Le cadran lumineux était allumé, projetant une faible lueur orangée sur le guéridon, et l'aiguille de fréquence se trouvait à un endroit du cadran où, à ma connaissance professionnelle, aucune station ne devrait jamais émettre. Une zone morte entre deux bandes FM classiques, un espace normalement occupé uniquement par du bruit blanc, ce grésillement caractéristique de l'absence de signal. Pourtant, la voix était là, parfaitement nette, sans la moindre friture parasite, comme si elle émanait directement du haut-parleur, sans passer par aucune transmission hertzienne classique. Je n'ai pas réussi cette première nuit à comprendre le contenu exact de ce qui était dit, les mots me semblant presque déformés, étirés dans une cadence légèrement différente de celle d'une parole humaine normale, comme un enregistrement passé au ralenti, puis accéléré à nouveau de façon imparfaite. J'ai éteint la radio d'un geste brusque, débranchant même la prise murale par précaution supplémentaire, et je suis remonté me coucher, convaincu d'avoir été victime d'un simple problème technique, peut-être une interférence provenant d'un talkie-walkie de chasseur ou d'une fréquence radio-amateur mal calibrée qui aurait par un hasard improbable trouvé le chemin de mon vieux poste.
ressassant ces hypothèses rassurantes jusqu'à sombrer de nouveau, non sans mal, dans un sommeil agité et superficiel. Le lendemain, en professionnel du son que je suis, j'ai examiné cette radio avec une attention particulière, vérifiant chaque lampe, chaque connexion, chaque composant visible, sans trouver la moindre anomalie apparente. J'ai même envisagé un instant de la démonter entièrement pour comprendre son fonctionnement interne, mais j'ai fini par me convenir que ce n'était probablement qu'un incident isolé, sans doute lié à des conditions atmosphériques particulières qui auraient favorisé cette nuit-là une réception exceptionnelle de fréquences habituellement inaudibles. J'ai passé la journée à me raisonner ainsi, entre deux séances de mixage au studio, cherchant sur Internet des explications relatives aux orages magnétiques ou aux perturbations ionosphériques, des phénomènes réels que je connaissais de nom sans jamais les avoir étudiés en détail et qui m'ont semblé, sur le moment, suffisamment plausibles pour apaiser mon inquiétude naissante. Mais la nuit suivante, exactement à la même heure, aux alentours de 3 heures du matin, je me suis de nouveau réveillée en sursaut, entendant cette même voix monter du salon. Cette fois, j'étais certaine d'avoir débranché l'appareil avant de monter me coucher, ayant même vérifié la prise à 2 reprises par précaution après l'épisode de la veille. Je suis descendue avec une appréhension bien plus vive que la première fois, serrant convulsivement la rampe de l'escalier, chaque marche craquant sous mon poids avec une intensité qui me semblait, dans le silence de la nuit, absolument assourdissante. Et j'ai découvert avec un frisson glacé remontant le long de ma colonne vertébrale que la radio était de nouveau allumée, la prise pourtant toujours débranchée du mur, le fil pendant mollement sur le plancher. Cette fois, en m'approchant tout près du haut-parleur, j'ai réussi à distinguer plus clairement certains mots, même si l'ensemble du discours restait fragmenté, entrecoupé de silences irréguliers et de ce grésillement de fond caractéristique du bruit blanc. La voix, plutôt grave, semblait appartenir à un homme d'âge mûr, et elle prononçait de façon répétée un prénom qui n'était pas le mien, un prénom féminin que je n'associais à personne de ma connaissance, Marguerite, prononcé avec une insistance presque suppliante, comme un appel lancé dans le vide, encore et encore. J'ai passé les jours suivants à me renseigner, avec toute la rigueur professionnelle dont j'étais capable, sur les phénomènes connus de réception radio inexpliquée. J'ai retrouvé, en fouillant dans mes propres connaissances techniques et sur des forums spécialisés en radioamateurisme, des mentions de ce qu'on appelle parfois les voix électroniques, un phénomène étudié depuis des décennies par certains chercheurs marginaux, consistant à capter, sur des fréquences habituellement silencieuses, des voix dont l'origine ne peut jamais être clairement établie. Certains y voyaient une explication purement technique liée à des phénomènes de rémanence électromagnétique ou à des interférences croisées entre différentes sondes radio captées simultanément. D'autres, plus radicaux dans leurs conclusions, y voyaient la preuve d'une forme de communication provenant de l'au-delà, une théorie que j'ai d'abord balayée d'un revers de main dédaigneux, fidèle à mon tempérament rationnel et scientifique. J'ai passé plusieurs soirées entières après mes journées de travail à éplucher ces forums avec une fascination grandissante, malgré mon scepticisme initial, découvrant des dizaines de témoignages similaires aux miens, souvent rédigés par des gens ordinaires, sans lien apparent avec le paranormal, décrivant des expériences presque identiques. Une voix surgissant d'un poste éteint, toujours à la même heure, toujours porteuse d'un message répétitif et obsédant. Beaucoup de ces témoins rapportaient avoir fini par identifier, comme moi, un lien historique entre le message reçu et l'histoire du lieu où ils vivaient. Ce qui a renforcé ma conviction que je n'étais ni la première ni la seule à traverser une expérience de ce genre et que ce phénomène, aussi inexplicable fût-il scientifiquement, obéissait peut-être à une logique propre, différente de celle que je connaissais, mais pas pour autant dénuée de sens. J'ai néanmoins décidé, par curiosité professionnelle autant que par inquiétude grandissante, d'installer un dictaphone numérique à côté de la radio, programmé pour s'enregistrer automatiquement chaque nuit, entre 2 heures et 4 heures du matin, la plage horaire durant laquelle ces manifestations semblaient toujours se produire. Les nuits suivantes, la voix est effectivement revenue, presque chaque nuit désormais, toujours avec cette même insistance à répéter ce prénom, Marguerite, parfois accompagné d'autres bribes de phrases que je ne parvenais jamais à saisir dans leur totalité. Quelque chose comme « reviens » ou « je t'attends encore », des fragments épars qui, mis bout à bout, dessinaient les contours d'une supplique désespérée adressée à quelqu'un d'absent depuis manifestement très longtemps. Il y a eu, avant même cette découverte du dispositif interne, une période de plusieurs semaines où j'ai vécu dans un état d'angoisse permanente, incapable de me confier réellement à qui que ce soit, sans craindre de passer pour quelqu'un de dérangé. Mon amie Camille, avec qui je déjeunais régulièrement au studio, a fini par remarquer mes cernes de plus en plus marquées, ma nervosité grandissante à chaque fois qu'un téléphone sonnait ou qu'un appareil électronique produisait le moindre grésillement inhabituel.
Je lui ai raconté un midi une version édulcorée de ce qui m'arrivait, prétendant qu'un problème d'interférence radio perturbait mes nuits, sans oser lui avouer l'ampleur réelle de mon trouble. Elle m'a proposé, avec sa gentillesse coutumière, de venir passer quelques nuits chez elle, en ville, loin de cette vieille maison de village qu'elle avait toujours trouvée un peu isolée à son goût. J'ai décliné, porté par cette même fierté professionnelle qui me poussait à vouloir comprendre le phénomène plutôt que de le fuir purement et simplement. Certaines nuits, avant même de comprendre l'origine de cette voix, j'ai tenté des expériences par moi-même, avec cette rigueur méthodique qui définissait mon approche du métier. J'ai déplacé la radio dans différentes pièces de la maison pour voir si le phénomène persistait indépendamment de sa position habituelle sur le guéridon du salon. La voix a continué à se manifester quel que soit l'endroit où je plaçais l'appareil, toujours à la même heure, entre 2 heures et 4 heures du matin, comme si l'horaire lui-même faisait partie intégrante du phénomène, indépendamment de la géographie de la maison. J'ai également essayé, une nuit, de rester éveillé volontairement pour observer le moment exact où la radio s'allumait d'elle-même, soigneusement dissimulée derrière mon canapé, un carnet de notes à la main comme je le faisais pour mes observations professionnelles habituelles. Ce que j'ai observé cette nuit-là m'a profondément troublé. À 1h57 exactement, le cadran lumineux de l'appareil a commencé à s'illuminer très progressivement, comme si quelque chose montait doucement en puissance, un peu à la manière d'un vieux poste qu'on laisse chauffer avant utilisation, sauf qu'aucune main n'avait touché le bouton d'allumage. L'aiguille de fréquence que j'avais délibérément laissé régler sur une station FM tout à fait ordinaire avant de me cacher, s'est mise à glisser lentement, toute seule, vers cette zone morte du cadran où le phénomène se produisait habituellement, comme guidé par une main invisible tournant patiemment le bouton de réglage. J'ai retenu mon souffle, tapi derrière mon canapé, sentant mon cœur cogner violemment contre ma poitrine, jusqu'à ce que la voix commence, comme toujours, à prononcer ce prénom, Marguerite, encore et encore, avec cette même supplique désespérée. En réécoutant mes enregistrements dans le calme rassurant de mon studio professionnel, en plein jour, entouré de mes collègues et de mon matériel habituel, casque vissé sur les oreilles pour ne rien manquer du moindre détail, j'ai décidé d'analyser ces bandes avec les outils spécialisés dont je disposais pour mon travail. J'ai isolé la voix, filtré les parasites, ralenti certains passages pour tenter d'en extraire davantage d'informations. Le résultat de cette analyse m'a glacé bien plus efficacement que n'importe quelle apparition n'aurait pu le faire. La structure spectrale de cette voix, sa signature acoustique précise, ne correspondait à aucun profil de voix humaine vivante connu dans mes bases de données professionnelles, présentant des caractéristiques de résonance que je n'avais jamais rencontrées, ni sur aucun enregistrement d'archives, ni sur aucune voix contemporaine. J'ai fini par comprendre qu'il me fallait chercher du côté de l'histoire de cette maison elle-même, plutôt que du côté d'une explication purement technique. J'ai contacté la mairie du village, consulté les registres d'état civil conservés aux archives départementales, avec cette même détermination méthodique qui me caractérisait dans mon travail. La secrétaire de mairie, une femme d'un certain âge, connaissant apparemment tout le monde dans ce petit village depuis des générations, m'a d'abord regardé avec une certaine surprise lorsque je lui ai expliqué vouloir consulter l'historique des propriétaires de ma propre maison, mais elle a fini par se montrer étonnamment coopérative, se souvenant elle-même, vaguement, avoir entendu parler dans son enfance d'un vieux monsieur excentrique qui bricolait sans cesse des postes de radio dans cette même bâtisse, plusieurs décennies auparavant, un homme que les enfants du village surnommaient, avec cette cruauté innocente propre à l'enfance, le sorcier des ondes. J'ai découvert, après plusieurs semaines de recherche patiente, croisant les registres municipaux avec des actes notariés poussiéreux conservés aux archives départementales, que cette maison avait appartenu, bien avant mon oncle, à un couple nommé Fabre dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale. L'homme, prénommé Henri, avait exercé le métier de réparateur de postes de radio, un artisan reconnu dans toute la région pour son habileté technique, ayant même, selon un article de presse locale que j'ai fini par retrouver dans une pile de microfiches, reçu une distinction régionale pour ses talents dans les années précédant la mort de son épouse. Son épouse, prénommée Marguerite, était morte prématurément, à l'âge de 32 ans à peine, d'une maladie que les registres ne précisaient pas clairement, quelques années seulement après leur installation dans cette maison, laissant Henri seul avec leur fille encore enfant, dans cette bâtisse qui allait devenir, pour lui, le théâtre d'une obsession dévorante. Cette découverte a tout changé pour moi. J'ai imaginé, avec une émotion grandissante que je n'avais pas anticipée, cet homme, Henri Fabre, réparateur de radio de métier, ayant peut-être passé les dernières années de sa vie à essayer désespérément de communiquer, à travers son art, avec cette épouse disparue trop tôt, bricolant peut-être lui-même, dans le secret de son atelier, des dispositifs destinés à capter je ne sais quelle fréquence hypothétique, susceptible de la ramener, même brièvement, même imparfaitement, à travers les ondes.
J'ai poursuivi mes recherches, retrouvant finalement, grâce à l'aide d'un généalogiste local passionné d'histoire régionale, une petite fille de ce couple. Une femme d'une soixantaine d'années vivant dans une ville voisine qui a accepté de me recevoir après que je lui ai expliqué, avec autant de prudence et de sincérité que possible, ce qui se passait dans cette maison qu'elle-même n'avait jamais connue, ayant grandi loin de ce village. Elle s'appelait Odile et elle m'a reçu dans son appartement encombré de photographies de famille, un après-midi de printemps pluvieux, m'offrant un thé qu'elle a servi dans une porcelaine délicate, manifestement héritée d'une autre époque. Elle m'a écouté raconter mon histoire avec une attention grave, hochant parfois la tête d'un air pensif, sans jamais manifester le moindre scepticisme, ce qui m'a immédiatement mise en confiance. Elle m'a expliqué que sa propre mère, la fille du couple Fabre, avait toujours évité de parler ouvertement de son père, gardant de lui le souvenir d'un homme absent, enfermé des heures durant dans son atelier, incapable de se remettre du deuil de son épouse, au point d'en négliger parfois sa propre fille, alors enfant, confiée le plus souvent aux soins d'une tante durant ces longues années de deuil impossible. Elle m'a raconté ce qu'elle savait, à travers les récits transmis par sa propre mère, de ce grand-père qu'elle n'avait jamais rencontré, mort quelques années après son épouse, seul dans cette maison, apparemment obsédé jusqu'à la fin de sa vie par ses recherches techniques sur la réception de fréquences inhabituelles. Un sujet que la famille avait toujours considéré, avec un mélange de tendresse et de gêne, comme la lubie d'un homme rongé par le chagrin et incapable, jusqu'à son dernier souffle, de faire véritablement le deuil de celle qu'il avait perdue. Elle m'a montré dans un vieil album photo aux pages jaunies un portrait de Marguerite Fabre, une jeune femme au sourire timide, aux cheveux tressés en couronne, photographiée devant la façade même de cette maison que j'habitais désormais. Et j'ai ressenti, en observant longuement ce visage figé dans le papier sépia jauni par le temps, une émotion inattendue, presque un vertige, à l'idée que cette femme avait vécu, aimé et était morte entre ces mêmes murs où je dormais chaque nuit depuis 4 ans déjà. Elle m'a également confié un détail que j'ai trouvé bouleversant. Son grand-père avait fait fabriquer, peu avant sa propre mort, un dispositif expérimental qu'il n'avait jamais réussi à faire fonctionner correctement de son vivant, selon les souvenirs familiaux, un appareil qu'il considérait comme son grand œuvre, capable selon lui de capter des fréquences qu'aucun poste de radio ordinaire ne pouvait atteindre. Cet appareil, disait-elle, avait été démonté après sa mort par manque d'intérêt de la famille, mais certaines pièces avaient peut-être été récupérées et intégrées à d'autres postes, dont peut-être celui que je possédais moi-même, hérité de mon oncle par une chaîne de transmission dont je ne connaissais pas tous les maillons. Elle se souvenait vaguement, à travers un récit maternel devenu flou avec le temps, que son grand-père répétait sans cesse, dans les dernières années de sa vie, qu'il fallait simplement trouver la bonne fréquence, la bonne combinaison de composants, pour que la voix de Marguerite puisse enfin traverser ce qu'il appelait, avec une conviction absolue, le voile des ondes. Cette information a pris une résonance particulière lorsque j'ai fini par démonter entièrement ma radio, plusieurs semaines après cette rencontre, avec l'aide d'un ami réparateur d'appareils anciens, à qui j'avais fini par confier une partie de mon histoire. Il s'appelait Thomas, un homme d'une 50aine d'années, tenant une petite boutique de réparation dans le village voisin, réputé pour sa patience et sa discrétion, deux qualités qui m'avaient poussé à le choisir plutôt qu'un technicien anonyme trouvé sur Internet. Nous avons travaillé ensemble un samedi après-midi entier, la radio ouverte sur son établi encombré d'outils minutieux, ses lunettes grossissantes vissées sur le nez, examinant chaque composant avec une lenteur méthodique qui m'a paru interminable, tant mon impatience et mon appréhension grandissaient au fil des heures. Nous avons découvert, à l'intérieur du boîtier, un composant qui ne correspondait à aucun schéma standard pour ce modèle de poste, une petite bobine de cuivre enroulée de façon inhabituelle, reliée par un fil fin à un cristal que mon ami n'a jamais réussi à identifier précisément, malgré des années d'expérience dans la restauration d'appareils vintage. Cette pièce, ajoutée manuellement à l'intérieur du poste, ne correspondait selon lui à aucune modification commerciale connue, mais ressemblait davantage à un bricolage artisanal, ajouté après coup par quelqu'un cherchant délibérément à modifier les capacités de réception de l'appareil. Thomas m'a avoué, avec un embarras visible peu habituel chez lui, n'avoir jamais rien vu de comparable en plus de 30 ans de métier, et il a préféré, une fois notre examen terminé, refermer soigneusement le boîtier sans toucher davantage à ce mystérieux dispositif, comme s'il ressentait lui aussi, sans se l'avouer complètement, une réticence instinctive à perturber cet équilibre fragile. J'ai passé les nuits suivantes à me demander si je devais simplement retirer cette pièce mystérieuse, mettant ainsi fin peut-être à ces manifestations nocturnes qui continuaient de se produire presque chaque nuit avec une régularité troublante, tournant et retournant la question dans mon esprit durant mes trajets quotidiens jusqu'au studio. Incapable de me concentrer pleinement sur mon travail, tant cette interrogation occupait mes pensées.
Mais une part de moi, que je ne m'explique toujours pas complètement aujourd'hui, hésitait à interrompre brutalement ce qui ressemblait de plus en plus à la dernière tentative désespérée d'un homme mort depuis des décennies pour retrouver, ne serait-ce qu'un instant, la voix ou la présence de la femme qu'il avait tant aimée. Les nuits ont continué à porter cette voix jusqu'au salon, toujours entre 2 heures et 4 heures du matin, avec une insistance qui, curieusement, ne me terrifiait plus autant qu'au début, ayant fini par ressentir, davantage qu'une menace, une forme de tristesse profonde émanant de ces appels répétés. J'ai fini par comprendre, ou du moins par élaborer une conviction personnelle qui me semblait juste, que cette voix ne s'adressait jamais réellement à moi, mais continuait, encore et toujours, à chercher Marguerite à travers les ondes. Incapable de savoir que les décennies avaient passé, incapable de comprendre que la femme qu'elle cherchait avait depuis longtemps quitté ce monde, tout comme celui qui l'appelait sans relâche, nuit après nuit, dans un cycle qui semblait ne devoir jamais trouver sa fin. C'est cette conviction qui m'a poussé à prendre une décision qui pourra sembler étrange, mais qui m'a semblé sur le moment être la seule chose sensée à faire face à une telle situation. Un soir, après avoir longuement réfléchi et pris conseil auprès de la petite fille du couple Fabre, qui avait fini par accepter avec une émotion sincère de m'accompagner dans cette démarche, nous avons installé ensemble dans le salon de cette maison quelques photographies anciennes du couple que nous avions retrouvées dans des archives familiales, ainsi qu'un petit mot manuscrit qu'elle avait rédigé elle-même, expliquant à son grand-père avec des mots simples et sincères que Marguerite était partie, qu'elle-même était sa descendante, née bien après leur mort à tous les deux, et que le temps était peut-être venu pour lui de cesser de chercher, de se reposer enfin auprès de celle qu'il avait tant aimée, où qu'elle se trouve désormais. Odile est arrivée chez moi en fin d'après-midi, portant dans un sac en tissu ce portrait de Marguerite qu'elle avait fait encadrer spécialement pour l'occasion, ainsi qu'une petite boîte contenant quelques objets ayant appartenu, disait-elle, à son arrière-grand-père. Un vieux tournevis usé, une paire de lunettes à monture ronde et un carnet de notes techniques rempli d'une écriture serrée et appliquée que nous avons feuilleté ensemble avec une émotion grandissante, découvrant des pages entières de calculs de fréquences, de schémas griffonnés à la hâte et de phrases éparses trahissant un désespoir croissant au fil des années, des mots comme « encore un essai » ou « la bobine ne suffit pas » répétés inlassablement d'une page à l'autre. Nous avons disposé ces objets sur le guéridon, autour de la radio, dans la lumière déclinante de cette fin de journée d'automne. Une lumière orangée traversant les rideaux fins et projetant de longues ombres sur le parquet ancien, et nous avons attendu ensemble, assises côte à côte sur le canapé, buvant un thé qui a fini par refroidir sans que nous y prêtions attention, tant notre conversation, faite de souvenirs partagés et d'hypothèses murmurées, occupait entièrement notre esprit. Odile m'a confié, à voix basse, redouter autant qu'espérer ce qu'il allait se produire, partagé entre l'envie sincère d'apaiser la mémoire de ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu et la crainte diffuse de réveiller quelque chose qu'il vaudrait peut-être mieux laisser tranquille. Cette nuit-là, exactement à l'heure habituelle, la radio s'est de nouveau allumée et la voix est revenue, mais différente cette fois, plus faible, plus hésitante, comme si elle cherchait à comprendre quelque chose qu'elle n'arrivait pas à saisir pleinement. Odile a pris ma main dans l'obscurité du salon, ses doigts froids serrant les miens avec une force que je ne lui aurais pas soupçonnée, et elle a commencé à lire d'une voix tremblante mais déterminée le petit mot qu'elle avait préparé, expliquant patiemment à ce grand-père inconnu que les décennies avaient passé, que Marguerite reposait en paix depuis longtemps, et qu'elle-même, sa propre descendance, veillerait désormais sur son souvenir avec tout l'amour qu'il n'avait jamais pu recevoir de son vivant. Puis, après un long silence entrecoupé de grésillements irréguliers, la voix a semblé prononcer avec une clarté soudaine qui nous a fait sursauter toutes les deux un simple mot « merci ». Et le poste s'est éteint de lui-même sans qu'aucune main ne touche le moindre bouton, plongeant le salon dans un silence complet et définitif. Odile s'est mise à pleurer doucement à côté de moi, des larmes silencieuses qui, je crois, n'étaient pas seulement des larmes de soulagement, mais aussi celles d'une femme découvrant enfin, à travers cette expérience improbable et bouleversante, un fragment tangible de l'histoire de sa propre famille. Longtemps restée dans l'ombre et le silence de générations qui préféraient taire plutôt que transmettre. Depuis cette nuit-là, la radio n'a plus jamais diffusé la moindre voix inexpliquée, ni le moindre grésillement suspect capable de me réveiller en pleine nuit, comme cela avait été le cas pendant tant de semaines. Je l'allume toujours de temps en temps, simplement pour le plaisir d'entendre son ronronnement chaud, réglé sur une station ordinaire, sans jamais retrouver cette zone morte du cadran où la voix d'Henri Fabre avait pendant plusieurs mois cherché désespérément à retrouver celle qu'il avait perdue. J'ai gardé, précieusement rangée dans un tiroir, la petite bobine de cuivre retirée de l'appareil, comme un souvenir tangible de cette histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre un jour, moi qui pensais connaître toutes les explications rationnelles possibles concernant les ondes et les fréquences.
Odile et moi sommes restés en contact depuis cette nuit-là, nous retrouvant régulièrement autour d'un café pour évoquer, avec un mélange de tendresse et d'incrédulité persistante, ce que nous avions vécu ensemble. Elle m'a confié quelques mois plus tard avoir fait restaurer entièrement le portrait de Marguerite, qui trône désormais dans son propre salon, comme pour honorer enfin cette arrière-grand-mère qu'elle n'avait jamais connue et dont l'existence, avant cette histoire, ne représentait qu'un nom vague griffonné dans un arbre généalogique poussiéreux. Elle m'a également avoué avoir repris contact avec d'autres branches éloignées de sa famille, curieuse d'en apprendre davantage sur cet arrière-grand-père dont la mémoire, longtemps considérée comme une simple curiosité gênante, lui semblait désormais chargée d'une émotion et d'une humanité qu'elle n'avait jamais soupçonnée auparavant. De mon côté, j'ai continué à vivre dans cette maison sans plus jamais ressentir la moindre appréhension particulière en m'endormant, mes nuits ayant retrouvé cette tranquillité ordinaire qui avait toujours caractérisé mon existence avant cette période étrange. Il m'arrive certains soirs d'hiver, quand le vent souffle fort autour de la maison, de repenser à cet homme que je n'ai jamais connu, à son atelier rempli d'outils et de schémas techniques, à cette obstination désespérée qu'il avait animée jusqu'à son dernier souffle, cherchant coûte que coûte à percer ce qu'il appelait le voile des ondes, pour retrouver ne serait-ce qu'un instant la voix de celle qu'il aimait. Je repense aussi avec une tendresse particulière à ce carnet de notes techniques que nous avions feuilleté ensemble avec Odile, à ces pages entières couvertes de calculs et de schémas, à cette écriture serrée trahissant tour à tour l'espoir et le découragement d'un homme refusant, envers et contre tout bon sens, d'accepter que certaines pertes ne se réparent jamais complètement, aussi ingénieux et déterminé soit-on. Je me demande parfois ce qu'aurait pensé Henri Fabre, lui qui avait passé des années à bricoler dans le secret de son atelier, en sachant que sa quête finirait, des décennies après sa propre mort, par trouver une forme d'aboutissement grâce à une inconnue héritière fortuite de sa maison et de son matériel, épaulée par une descendante qu'il n'avait jamais eu l'occasion de connaître. Il y a quelque chose dans cette pensée qui me réconforte profondément, comme si le temps, aussi implacable soit-il, laissait malgré tout parfois une place à ce genre de résolution tardive, à ces boucles enfin refermées après des décennies de silence et d'attente. Je pense souvent à Henri Fabre, cet homme que je n'ai jamais connu, réparateur de radio de métier, ayant consacré les dernières années de sa vie à une quête que sa propre famille avait toujours considérée comme une lubie sans fondement. Je pense à Marguerite, morte si jeune, dont le prénom a résonné pendant des mois dans le silence de mes nuits, porté par une voix venue de je ne sais où, à travers un dispositif bricolé avec un amour désespéré, par un homme incapable d'accepter la perte de celle qu'il aimait. Je ne cherche plus à comprendre entièrement les mécanismes physiques ou métaphysiques de ce que j'ai vécu, moi qui pourtant passe mes journées à analyser des ondes et des fréquences avec toute la rigueur de ma formation, habituée à ce que chaque phénomène trouve tôt ou tard une explication mesurable et reproductible. Je sais simplement qu'il existe quelque part entre la science et ce que nous ne comprenons pas encore, des appels qui traversent le temps, portés par un amour suffisamment puissant pour continuer à chercher, encore et encore, bien après que tout semblait pourtant terminé, et qu'il suffit parfois d'un simple mot, prononcé avec sincérité, pour enfin permettre à ces voix de trouver le repos qu'elles cherchaient depuis si longtemps. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie, et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.